Mais dans la chaîne, un maillon est oublié et un maillon qui nous semble essentiel, c'est l'habitant. Les faire rentrer pleinement dans la ville, c'est-à-dire faire ville. Et cette approche-là, elle est contre-productive parce qu'elle ne capitalise pas l'investissement des populations. Bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue à ce dernier webinaire de cette 4e saison de la table ronde Urbanisme en francophonie sur l'art formel, un enjeu pour l'urbanisme, organisé donc à l'initiative de l'Association internationale des maires francophones, en partenariat avec l'Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et en urbanisme, l'Ordre national des urbanistes au Cameroun et le laboratoire de géoarchitecture de Brest situé à l'Université de Bretagne occidentale. Donc pour ma part, je suis Charlotte Blunven, ingénieure d'études pour l'AIMF, réseau qui réunit autour de 300 villes ou associations de villes de l'espace francophone. Donc je vous remercie pour votre présence pour ce 3e webinaire qui pose la question suivante: l'informel laboratoire de l'urbain. Après avoir parlé de la diversité des formes de l'urbanisation informelle et de son intégration dans le développement de la ville dans les 2 premiers webinaires. En effet, il est urgent de prévenir les conséquences désastreuses qui nous attendent en changeant la façon dont nous planifions, gérons, mais aussi gouvernons les villes et les établissements urbains. Car le prix à payer de la non-réalisation de l'ODD 11, qui vise à rendre les villes et les établissements urbains inclusifs, sûrs, résilients et durables, est trop élevé. Les établissements informels se multiplieraient dans les régions les plus pauvres et des millions de personnes seraient poussées dans l'extrême pauvreté et chassées de leur foyer, et les catastrophes climatiques déclencheraient de nouvelles crises urbaines. Il est impossible donc de passer sous silence le dynamisme de l'informalité, notamment dans les villes africaines. Cette prise de conscience s'accompagne d'une clarté statistique croissante sur l'ampleur de l'économie informelle urbaine et sur sa contribution au PIB du continent africain. L'informalité est la principale source de revenus pour la plupart des gens et joue un rôle déterminant dans la fourniture de nombreux services urbains, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, la mobilité ou encore les services de base. Elle est donc essentielle au fonctionnement des villes africaines. Les prestataires de services informels garantissent la circulation des biens et des services où les circuits formels ne parviennent pas, et en ce sens, l'informalité aide les villes à fonctionner. Donc, je remercie l'ensemble du comité qui travaille avec nous à la réalisation de cette table ronde, à savoir donc Pierre Baillet, secrétaire permanent de l'AIMF, Jean Yango, économiste urbaniste et président de l'ONUC, Lionel Prigent, urbaniste, économiste, professeur à l'UBO et directeur du laboratoire de géoarchitecture de Brest, Christian Calieu, urbaniste, Alain Bourdin, sociologue, Sylvain Allemand, journaliste et William Gouzien, technicien. Donc, chaque webinaire dure 1h15, comprenant 45 minutes de débat entre les intervenants, que je salue et que je remercie tout particulièrement pour leur présence, suivi donc de questions-réponses. Donc, tout au long de cet échange, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet Q&R qui s'affiche en bas de votre écran. Et enfin, donc, nous aurons une synthèse. Cette série de réflexions s'inscrit dans le cadre de l'initiative Urbanisme en francophonie, qui est portée par l'AIMF et que vous pouvez découvrir sur la plateforme www.urbanisme-francophonie.org. Donc, ce projet vise d'une part à contribuer à un futur urbain pour l'espace francophone qui préserve la diversité et la richesse des villes, et d'autre part, qui questionne le rapport à l'espace public, à la mobilité, à la création d'un cadre de ville agréable, à la mixité d'occupation des territoires. Pour ne rien manquer de l'actualité, vous pouvez donc rejoindre les groupes Urbanisme en francophonie sur nos réseaux sociaux, à savoir Facebook et LinkedIn. Et donc, afin de nourrir le débat entre les intervenants, l'AIMF a fait appel à Sylvain Allemand, journaliste, comme animateur de cette table ronde, du fait de son intérêt à la fois pour les problématiques urbanistiques, mais aussi de développement durable. Donc, je vous laisse donc en sa compagnie et vous laisse découvrir ce riche tour de table. Très bon webinaire à toutes et tous. Oui, merci Charlotte. Effectivement, un très riche panel qui va nous faire voyager du côté du Sénégal, du côté du Bénin. Mais avant de prendre ces destinations pour y trouver 2 de nos intervenants, nous allons du côté de Genève, près de Genève, où se trouve Robert Lewis Lettington. Alors, Robert Lewis Lettington qui s'intéresse de très longue date en tant que chercheur et expert, consultant
aux problématiques urbaines et qui met ses compétences au service depuis une dizaine d'années d'un programme qui est bien connu de tous ceux et toutes celles qui s'intéressent aux problématiques de la croissance urbaine. J'ai nommé le programme ONU Habitat. Alors, on le connaît tous, mais si vous pouviez, pour commencer ce premier tour de table, Robert Lewis Lettington, nous en rappeler la vocation et surtout nous dire comment ce programme, qui a plus de 40 ans d'existence et qui est donc porté par une institution onusienne, comment se saisit de la question de l'habitat informel, comment vous y prenez, comment vous le définissez, cet habitat informel? Merci et bonjour. Ouais, les questions ne sont pas les plus simples, mais bien sûr, l'ONU Habitat lui-même a commencé sur ce sujet. C'était surtout dans l'époque après la Deuxième Guerre mondiale, après les crises du conflit, les crises du logement, après tous ces conflits, de reconstruire et de voir les villes et les villages qui sont plus égales, plus inclusives. Et aussi un petit peu après cette époque des conflits, il y avait la question de l'indépendance de beaucoup de pays, où on a eu les crises là, où beaucoup des proportions des populations étaient exclues des vies urbaines. Ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir les logements au centre-ville, bien liés aux opportunités économiques et des choses comme ça. Alors, le programme de l'ONU Habitat est grandi dans les bras de ECOSOC, le Conseil des affaires sociales et économiques, pour essayer d'améliorer les vies des gens en général, Et, surtout dans les cas de conflit, euh, d'indépendance et d'une histoire de discrimination et des choses comme ça. Alors, si vous me le permettez, Robert Oui. Lewis Lettington, donc vous procédez en portant des projets, ou plutôt en accompagnant des projets qui sont portés par des villes à travers le monde, et notamment en Afrique. Alors, vous êtes venu comment, avec une carte qui localise les différents projets portés auxquels participe l'ONU Habitat. Merci à William, voilà, de projeter cette image que je vous laisse le soin de commenter. Ce qui frappe au premier abord, c'est le nombre de ces projets. Mais alors, comment vous y prenez quand vous intervenez sur tel ou tel territoire? Port de Prince, pardon, je le cite parce qu'il apparaît au centre de la diapositive. Voilà, comment vous y prenez pour intervenir, accompagner les acteurs, et quels acteurs d'ailleurs? Oui, cette carte qui est devant vous maintenant, c'est la carte qui devient d'un projet qui s'appelle le PSUP. C'est le support surtout pour améliorer et développer les bidonvilles, les communautés informelles. Ça, ce projet, ça a duré peut-être un petit peu plus que 10 ans maintenant, mais souvent les projets ont un héritage dans les coopérations de l'ONU Habitat plus anciens aussi. Alors, la plupart sont en Afrique, oui, c'est vrai, un petit peu aux Caraïbes et au Pacifique, parce qu'on a un partenariat surtout avec les organisations des États du Caraïbe, Pacifique et de l'Afrique, OSCPS. Mm. Normalement, on travaille aux trois niveaux. On travaille avec le pays, le gouvernement national, pour renforcer et développer les politiques sur les questions de l'informalité, les questions des services, les questions du développement économique pour les communautés là. On travaille aussi avec les gouvernements locaux et régionaux, surtout normalement ça c'est pour la planification et aussi les opérations. Beaucoup les opérations des utilités pour l'eau, pour courant, des choses comme ça, la construction des routes. Les responsabilités sont souvent avec les gouvernements locaux et régionaux. Alors on travaille très proche là.
Et pour la troisième, on travaille avec les communautés eux-mêmes. Parce que, OK, on a les principes internationaux et qu'on essaie de suivre partout. Hmm. La qualité des services, les priorités, des choses comme ça. Aussi, on essaie de travailler avec les gouvernements nationaux pour trouver assez d'espace et de ranger la planification et les politiques à haut niveau. Mais quand Alors, par Robert exemple, Lewis le photo Littington, maintenant, ça c'est dans la communauté, voilà. c'est important pour eux pour décrire leurs priorités Hmm. et normalement les enjeux qui sont les plus forts pour eux. Et on essaie de développer les solutions main en main avec les communautés locales. Concrètement, Robert Lewis Lettington, ce plan que vous projetez, qui est projeté, c'est un plan qui est co-construit avec les habitants qui habitent le... Exactement, Mhm. exactement. Celle-ci, c'est un projet aux côtes de Kenya, sur l'océan de l'Inde, pas loin de Mombasa. Et c'est un projet qu'on a développé depuis un peu de temps. On a commencé de faire la planification main en main et aussi d'avoir une bonne connaissance avec le plan. Quels sont les services et les changements de l'espace social et les équipements sociaux qui sont nécessaires, qui sont priorités pour la communauté. Celle-ci, c'est quelque chose qui est développé dans les frontières d'une communauté qui existe déjà. Alors, ça, c'est pas au niveau de la ville. Celle-ci, c'est au niveau de la ville. Celle-ci, c'est au Pacifique, c'est au Fidji. Mais c'est pour montrer un petit peu plus qu'on discute avec les gouvernements locaux surtout, mais un peu avec les communautés qui sont affectées par ces projets de voir quelles sont les priorités au niveau de la cité. Est-ce qu'on a, surtout, est-ce qu'on a assez d'espace dans la cité qui Mhm. est dédié au logement pour les plus pauvres? Quelles sont les connexions qu'ils ont aux opportunités économiques? Est-ce qu'ils ont des enjeux climatiques ou environnementaux? Parce que ça arrive souvent. Alors, ça, c'est deuxième, c'est plus au niveau de urbain complète. Hmm. Alors une question avant de poursuivre le tour de table, c'est que, comme vous nous l'expliquiez en préparant ce webinaire, c'est que les populations ne sont pas considérées simplement comme des personnes à assister, mais elles sont considérées comme des citoyens à part entière qui ont des devoirs, mais qui ont aussi des droits. Et ça, je crois qu'il faut le garder à l'esprit, c'est toute l'originalité du programme ONU Habitat. Mais d'un autre côté, le discours que vous tenez, c'est que face à l'ampleur des défis liés à la croissance urbaine non planifiée dans différentes parties du monde, il y a nécessité, dites-vous, je le dis avec mes mots, vous me corrigez, mais comment d'avoir des projets ambitieux quantitativement qui aient des effets massifs. Alors, comment on tient d'une main l'ambition de déployer des projets qui soient à la hauteur des défis et d'être au plus près du terrain, de faire en quelque sorte de la dentelle. Voilà, comment vous tenez cette contradiction? Ouais, pour nous, en fait, c'est pas tellement en contradiction. Je comprends pourquoi on peut le voir comme ça, mais surtout, au début, pour les Nations Unies, on n'a pas de choix. C'est dans le charte des Nations Unies, c'est dans toutes nos règles qu'on doit baser toutes nos activités sur la question de droits de l'homme. Ça veut dire que c'est l'égalité de tous. Tout le monde est libre et égal. On commence de là. Et aussi, dans le cadre des droits de l'homme, c'est clair que le logement, que l'accès à l'eau, sanitation, des choses comme ça, sont les droits de chaque individu. Et pour nous, les Nations Unies, on a une obligation de supporter le gouvernement, d'aider leurs citoyens, leurs résidents avec tous ces droits, d'avancer tous ces droits le plus qu'on peut. OK, on ne peut pas faire tous dans un jour, mais d'avancer pas à pas. Euh, alors, tous les projets commencent là. Mais c'est clair aussi, comme vous avez décrit, on a les niveaux différents.
il y en a les besoins dans les communautés, souvent les besoins très directs. J'ai besoin de l'eau, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de quelque chose de très direct comme ça. Mais il y en a aussi l'autre niveau qui est plus stratégique, où c'est pour un gouvernement, j'ai une population où une trentaine, une quarantaine, même une soixantaine de la population ont besoin d'aide avec ces questions. Alors, si j'ai seulement dédié 2 ou 3% des terrains dans une ville ou des ressources à 70% des gens, bien sûr, ça ne va pas aller. On a besoin de penser un peu plus au niveau stratégique, comment on peut changer la balance là, comment on peut introduire les politiques pour dédier plus de terres pour ces besoins, plus de ressources pour les services et des choses comme ça. Alors ça, on ne peut pas faire au niveau très local parce que ce n'est pas la responsabilité de chaque citoyen. C'est quelque chose où on a besoin d'avoir de la coopération dans toute la communauté, toute la société, et c'est une obligation du gouvernement. Hmm. Peut-être une toute dernière question avant de poursuivre le tour de table. Rassurez-nous, si tant est que ce soit nécessaire, tous ces projets, vous ne les observez pas, vous ne les suivez pas depuis votre siège, vos bureaux de Genève. Vous faites aussi un travail de terrain. Vous êtes très fréquemment à Nairobi, où se trouve le siège de ONU Habitat. Et puis, vous faites également un travail de terrain auprès des porteurs de projets. Pour les projets de l'informalité, l'équipe principale, c'est basée à Nairobi, ça c'est l'équipe mondiale. Mais normalement, pour chaque projet, on va avoir un niveau d'une équipe ou un bureau national pour chaque pays. Ça c'est typique. Des fois, c'est seulement une personne, des fois, c'est trois, quatre. Normalement, c'est basé avec le gouvernement national. Normalement, on se trouve dans un ministère quelque part. Il y en a un bureau là. Euh, mais surtout, on travaille avec les partenaires locaux aussi, les ONG, les organisations de la communauté, parce que normalement, la plupart de l'implémentation, c'est fait à ce niveau. Et on va faire la coordination, on va essayer de trouver les fonds au niveau international, mais puis on essaie de faire main en main avec les gens qui sont dans les communautés eux-mêmes et aussi avec les gouvernements locaux de les entraîner, de les supporter, de développer leur capacité. Merci, comment Robert, on va revenir vers vous. Poursuivons notre tour de table en rejoignant à Dakar même Papa Ahmed Keïta, que je remercie d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Alors, j'imagine, Papa Ahmed Keïta, que vous avez envie de réagir à ce que vous avez entendu auparavant. Dites-nous en plus sur cette ONG Urbasen, SEN comme Sénégal, j'imagine, même si votre ONG tend à se déployer au-delà, on aura l'occasion sans doute d'y venir. Mais voilà, si vous deviez rappeler la vocation de cette ONG dont vous êtes le coordinateur et qui a vu le jour, sauf erreur de ma part, en 2009. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui participe à ce webinaire. Donc, Urbasen est une ONG locale, une ONG sénégalaise que nous avons créée donc vers 2009 de manière très spontanée parce que nous étions juste un groupe d'amis qui travaillaient à aider les populations. Ça a commencé en 2007. Et chemin faisant, donc les habitants avaient vu que nous avions une approche en tout cas différente pour leur venir en aide. Déjà leur montrer et leur faire comprendre qu'ils ne devraient pas être d'éternels assistés parce qu'il y a quelque chose que les habitants veulent bien faire. Et nous avons beaucoup commencé à travailler, donc à leur faire comprendre parce que dans tous les discours, j'ai même entendu tout de suite citoyen deux fois. J'évite ce terme-là parce qu'il n'y a pas que les citoyens qui habitent mon pays. Donc nous préférons parler de l'habitant. Voilà.
parce que même celui qui n'est pas citoyen et qui vit avec nous, donc a des droits. Alors, Urbacen est né dans ce contexte pour assister les populations. Et nous avons vu que culturellement, donc, la question du logement, la question de l'habitat était quelque chose d'assez important donc, dans notre culture, parce que nous voyageons beaucoup et nous avons vu ailleurs que des gens, parfois, ont même préféré ne pas acheter une maison. Ici, ça a d'autres conséquences, ça a d'autres implications. Parce que quelqu'un qui n'a pas de maison, alors ça poursuit ta famille jusqu'à tes petits-enfants, parce qu'on en parlera toujours, que ton père n'a jamais eu de maison, etc. Donc, c'était une question importante pour nous. Et comme nous étions dans une zone qui a connu en tout cas des inondations récurrentes, nous avons commencé à faire du plaidoyer, à réfléchir à des éléments de solution. Et c'est ce qui a fait que nous avons commencé dans une commune qui était un peu l'épicentre de ces inondations, à imaginer un programme de restructuration urbaine parce que la question des inondations était fortement liée à l'occupation spatiale. Donc, nous avons élaboré un programme de restructuration urbaine que personne n'a voulu financer. Soit disant c'était long et coûteux. C'est là maintenant que nous avons commencé à organiser les populations et à prendre en charge, en tout cas, le financement nous-mêmes de cette restructuration. Parce que souvent, dans les réunions, je leur disais, vous n'avez jamais vu un président chez qui il y avait des moustiques ou des eaux qui stagnaient. Ah, mais chez nous, il y en a. Alors, s'il y a quelqu'un qui doit prendre ça en charge, c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Parce que nous considérons, et toute notre philosophie est basée sur ça, que dans la fabrique urbaine, les gens parlent toujours de l'État central, du gouvernement local, mais dans la chaîne, un maillon est oublié et un maillon qui nous semble essentiel, c'est l'habitant. Voilà. Mais Alors, l'habitant est... Papa Ahmed Oui. Keita, permettez-moi, oui, de pointer ce fait-là. Donc, vous êtes vous-même urbaniste et la culture donc d'Urbacen est d'accompagner les habitants au sens où vous venez de le définir, donc citoyens ou pas, pour répondre à toutes sortes de problèmes de construction, d'aménagement, de financement. Pour autant, vous ne renoncez pas à amorcer un dialogue avec les autorités. Vous essayez de faire le pont entre ces habitants et puis les autorités locales. Vous nous direz aussi quels sont vos liens avec peut-être aussi ONU Habitat. Est-ce que votre ONG peut se positionner dans un des projets portés ou accompagnés par ONU Habitat? Donc, si vous pouviez préciser ce rôle de coordination que vous assumez. Mais bien sûr, nous inscrivons dans les politiques définies par l'État, définies par le gouvernement local, parce que dans toutes les localités où nous travaillons, la première chose que nous faisons, c'est vraiment d'échanger, de discuter avec le gouvernement local et le gouvernement central. Nous avons signé beaucoup de conventions avec des agences de l'État, avec des ministères, avec des municipalités. Nous travaillons main dans la main avec ces municipalités parce que c'est en quoi nous croyons que cette chaîne-là ne devrait en aucune façon être brisée. État central, gouvernement local et habitants. Et chacun doit avoir sa place à la table. D'ailleurs, parce que tout le monde est construit pour nous. D'ailleurs, Papa Ahmed Keita, rappelons que vous-même, vous avez une expérience d'élu, vous avez été adjoint au maire d'une ville, présidente de commission au conseil régional, élu intercommunal, etc. Donc, vous connaissez les rouages et vous connaissez donc les leviers sur lesquels actionner pour obtenir une implication des autorités locales. Bien sûr, pour faire marcher Urbacen aussi, je m'appuie sur mon propre réseau, donc au niveau local, parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de gens, j'ai eu à siéger dans beaucoup d'instances. Et ce que nous faisons actuellement n'est pas pour concurrencer l'État ou le gouvernement local, mais plutôt pour les accompagner. Juste nous essayons de toquer à la porte pour rappeler que l'habitant est là
et que tout le monde travaille pour lui et que cet habitant-là devrait avoir droit à la parole. Oui, oui. Il arrive très souvent que d'autres font les choix à notre place. Et ça, ce n'est pas pour, en tout cas, construire la ville que nous voulons. D'accord. Nous voulons, dans la construction de cette ville-là, donc, être des acteurs et des acteurs de premier plan. Alors, nous avons une question de Sohayouba Thiem Toré. Merci à lui de son implication. Il est architecte et il pose la question de savoir comment concrètement on fait reconnaître comment le rôle possible des habitants, leur expertise. Et dans ce que vous nous disiez en amont dans la préparation de ce webinaire, c'est que ça ne va pas de soi parce que le premier réflexe des autorités, c'est de considérer que les populations qui habitent dans des espaces dont elles ne sont pas propriétaires ont à être déplacées pour résoudre le problème. J'ai souvent entendu cela et j'ai vu même dans certains pays des habitants réclamer juste une chose: nous voulons figurer sur la carte parce que nous existons. Et souvent, dans nos discussions ici au niveau de mon pays, j'ai souvent dit à des autorités que des gens qui sont nés là, qui sont installés là depuis un siècle, je trouve un peu trop facile de leur dire, de leur servir chaque fois la même phrase: vous ne devriez pas être là. Mais ils sont déjà là, installés. Et on nous attend pour trouver des solutions. Ces gens-là, il s'agit tout simplement de leur dire: vous ne devriez pas être là, alors soyez là. Parce qu'on parle de droits de l'homme, on parle d'égalité. Et pour que ces mots deviennent des réalités, nous devrions faire plus parce qu'actuellement, nous n'en faisons pas assez. Et il faut comprendre que ces personnes vivant dans les quartiers informels, vivant au jour le jour, constituent quand même une importante partie des habitants de ce monde-là. Avant de poursuivre le tour de table, excusez-moi encore une question, c'est que ce discours, vous le teniez en 2009, vous le tenez encore aujourd'hui, mais entre-temps, votre ONG a prospéré, vous nous direz dans quelle mesure, et au-delà des frontières du Sénégal, puisque vous êtes en train de constituer un hub, pour reprendre votre anglicisme, avec d'autres organisations à travers l'Afrique pour essayer de mutualiser les retours d'expérience. C'est bien cela? C'est bien cela. Nous essayons de nous organiser parce que les problèmes du Bénin sont les problèmes du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger ou du Mali. Alors, nous avons essayé de constituer un groupe, de nous organiser, donc d'échanger sur les bonnes pratiques. Au Burkina Faso, au Bénin ou ailleurs, les habitants font d'excellentes choses. Et nous avons créé un cadre, en tout cas, qui nous permet de nous voir de manière assez régulière, donc pour échanger sur ces pratiques, pour organiser les populations, accompagner les populations, penser aussi et réfléchir ensemble à des types de financement alternatifs. Parce que toute la question tourne autour de ça, l'argent. Et pour parler d'argent, nous ne sommes pas des populations reconnues par des institutions financières ou par ceux qui donnent de l'argent. Alors, nous devions donc réfléchir à d'autres formules, des formules nouvelles que nous essayons de mettre en place et qui nous permettent aujourd'hui, en tout cas, de nous prendre en charge, de régler pas mal de nos problèmes. Alors, quand vous évoquez les sources de financement, il s'agit notamment du microcrédit ou d'autres formes de financement de ce type. On pourra y revenir. Si vous le voulez bien, on va partir au Bénin, y retrouver Luc Nakadja, notre troisième panéliste, qui est architecte et chercheur, président, alors, je ne sais pas si je dois l'appeler ainsi, un think, un des do tank
on pourrait dire en français réservoir de réflexion et d'action, si vous en êtes d'accord. Toujours est-il que c'est une structure GPS développement qui vise justement à traiter de ces problèmes de l'habitat informel, entre autres choses. Vous avez, c'est important de le rappeler, été ancien ministre de l'Environnement et du Développement urbain au Bénin. J'imagine que vous n'avez rien à ajouter, ou vous pourriez reprendre à votre compte tous les mots que vient de nous dire le panéliste précédent, Papa Ahmed Keïta. C'est-à-dire dans cette approche de l'informel, avec l'idée qu'il faut partir de l'existant et surtout, et c'est une formule de vous que je reprends, éviter le copier-coller. Oui, bonjour et merci de m'associer à ce webinaire. Ce que M. Papa Ahmed Keïta a dit et que je connais bien, je le salue. On était ensemble la semaine dernière à Saint-Louis. Il faut le mettre maintenant à l'échelle. La pensée de l'urbanisation en Afrique doit s'aligner d'abord sur faire avec ce qui existe. Vous savez, quand on regarde la ville africaine, elle est d'abord informelle. Il faut qu'on puisse s'accorder sur ce constat-là. La ville africaine au sud du Sahara est informelle par la population, au moins 60%. 60% de la population urbaine en Afrique vit dans des zones dites précaires, informelles. On peut aligner les qualificatifs. Au plan spatial, au moins la même proportion de la ville est dans des zones dites précaires, non édificantes, et on pourrait continuer. Et quand on prend l'économie informelle, elle fait plus de 80% de l'économie urbaine, elle fait plus de 90% de l'emploi. Dites-moi, la ville africaine, elle est quoi? Elle est informelle, ce n'est pas une insulte. En fait, la connotation négative d'informel participe en réalité d'une perception qui remonte à la colonisation. Quand la ville coloniale s'est installée, elle s'est installée là où, en fait, il y a eu accord avec les chefs locaux pour que les nouveaux arrivants s'installent. Ils ont fait leur ville orthonormée à l'occidental. Et tout ce qui n'était pas dans ce schéma-là est considéré ville autochtone, donc ville informelle. Et ce schéma a continué et est perpétué, y compris dans les curricula, dans les écoles. Quand vous discutez avec mes confrères architectes, urbanistes et autres sur la ville et sur ce qu'est la modernité, c'est ça la difficulté, ce qu'est la modernité. Le biais de perception de la modernité, c'est la ville qui est orthonormée et qui a des murs rideaux en façade. Et donc, quand on doit faire de l'extension urbaine, quand on doit faire une ville moderne, eh bien, il faut rentrer dans l'informel d'une manière haussmannienne, tout démolir. Et cette approche-là, elle est contre-productive parce qu'elle ne capitalise pas l'investissement des populations. Elle ne les met pas à contribution. Et par conséquent, elle étale, elle diffuse un peu comme le cancer, elle métastase la pauvreté. Ce qu'il faut faire, c'est un peu ce qu'a dit mon ami Papa Ahmed Keïta. Il faut avoir la sagesse de descendre au niveau des populations, d'apprendre à faire avec elles, de comprendre ce qu'elles apportent. Et en réalité, si la ville informelle se mettait en grève, la ville africaine cessait de respirer. Ça, ce sont les réalités. Il y a du travail à faire. Il faut apprendre à mettre des indicateurs sur la contribution de l'informel à la ville et à l'économie africaine. Et c'est pour ça que moi je dis, vous connaissez mon approche sur cela. Moi j'ai mis en 7 points ce que je considère être les caractéristiques communes aux villes sud-africaines. Vous êtes venu, Luc Bianevka, vous êtes venu avec un visuel pour illustrer ce propos. Merci à William de le projeter. Je crois que c'est celui-ci, n'est-ce pas? C'est bien celui-là. Voilà. Alors, je vous laisse le commenter. Ensuite, j'aurai quand même une question moins à l'architecte que vous êtes qu'à l'ancien ministre de l'Environnement et du Développement urbain, parce que on peut quand même vous objecter le fait que l'informel peut participer d'une industrie qui prive les collectivités et l'État de ressources à travers les taxes et les impôts. Je vous laisserai répondre à cette objection, mais auparavant, je vous laisse comment décrire ces caractéristiques des villes africaines.
Alors, vous voyez, l'image montre précisément, on a à droite une ville orthonormée, à gauche une ville ou un quartier informel, et au-dessus, les toits qui représentent en réalité la façade informelle de la ville. Et maintenant, quand on remarque le fait que entre 1990 et 2015, 90% des nouveaux urbains 90% des nouveaux urbains se sont installés dans ces zones dites informelles, 90%. Maintenant, quand vous regardez la proportion d'investissement qui va dans ces zones-là, vous allez constater que ces zones-là attirent beaucoup moins d'investissement que la ville formelle. Alors, comment se fait-il que ce qui croît plus vite et qui est mais véritablement le poumon de la vitalité de la ville africaine, comment se fait-il qu'elle attire si peu d'investissement? Ça, c'est la question, la problématique du changement de biais de perception, à la fois au niveau des professionnels que je suis et que sont d'autres confrères, y compris d'autres, la plupart de nous trois, d'ailleurs, nous sommes des professionnels, le changement de perception. Ne pas courir après la ville occidentale, comprendre la ville telle qu'elle est et à partir de là, effectivement, la rendre plus performante. Il faut savoir que l'urbanisation en Afrique n'est pas encore performante. Si vous regardez à taux d'urbanisation comparable, l'Afrique, en termes de PIB urbain, est en dessous à peu près entre 35 et 40% par rapport aux autres régions du monde, quand ces régions étaient au même taux d'urbanisation. Donc, l'urbanisation en Afrique dysfonctionne. Mais en même temps, c'est une chance parce qu'il y a du potentiel là pour amener l'urbanisation en Afrique à performer. Et ce potentiel-là réside dans les zones informelles. C'est là qu'il faut aller investir. Maintenant, votre question. Voilà. Mais il ne s'agit pas de formaliser l'informel. C'est ça encore le biais de perception. Il ne s'agit pas de formaliser l'informel. Il s'agit précisément de regarder l'informel tel qu'il est et tel qu'il fait de manière à être essentiel à la ville africaine et comment, à partir de là, la rendre plus performante. Donc, imaginez des méthodologies et des instruments pour faire que la ville informelle soit performante. Et c'est là que le copier-coller est un désastre. En réalité, ce que j'objecte souvent, et je vais revenir à mon expérience ministérielle auquel vous avez fait allusion, ce que j'objecte souvent, c'est que chaque solution est conçue pour être une réponse à un paradigme. Copier une solution sans d'abord s'assurer que le paradigme est performant pour vous, mais c'est précisément mal investir. Je me souviens, je suis devenu ministre en 99. En 99, les premiers documents dits de stratégie de réduction de la pauvreté étaient sur la table, proposés bien sûr par le Fonds monétaire, la Banque mondiale, au gouvernement africain. Parce qu'il faut savoir que la crise actuelle, elle est née à partir des crises des années 80. Et l'investissement public en milieu urbain a été la variable d'ajustement. Exemple, dans les documents que moi j'ai eus et qui étaient des drafts, donc les premières propositions de documents de stratégie de réduction de la pauvreté, il y avait, pour le cas du Bénin, il y avait 4 secteurs prioritaires d'investissement. Là-dedans, il n'y avait ni l'urbain, ni l'environnement. Ça signifie que pour ces gens-là, l'urbain et l'environnement ne sont pas des secteurs où on peut investir pour réduire la pauvreté. C'est quand même quelque chose, c'est plus gros que le nez dans le visage. Donc, il a fallu, pour le cas du Bénin en tout cas, je rends hommage à mes collègues du gouvernement d'alors et à notre chef, il a fallu plaider, insister pour dire que ce document-là n'est pas pertinent pour le Bénin, pour y faire rentrer et l'environnement et l'informel. C'est pour vous dire que le biais est tel que même les partenaires au développement qui viennent accompagner les décideurs africains eux-mêmes sont ceux qui transportent, ceux qui enracinent le biais. Donc, je dis, les décideurs africains doivent se départir du copier-coller, doivent se départir de la course après la globalisation. Ce n'est pas ça qui va rendre l'Afrique performante. Mais alors, le discours est très, très clair, il est très enthousiasmant et c'est un discours que vous tenez auprès donc de vos collègues, des dirigeants, etc. Mais alors, à travers votre structure, comment vous traduisez ça? Par quel projet concrètement? Comment vous capitalisez sur cet informel? Est-ce que vous pourriez donner une idée de projet que vous avez porté au-delà du discours que vous tenez? Nous ne faisons pas de projet. Nous faisons de la facilitation pour de la transformation dans les territoires. Il y a un mot que je n'ai pas encore entendu depuis que nous parlons, c'est le mot territoire. La vie, pour être durable, doit se penser dans son territoire.
chaque ville a un territoire. Demandez à Cape Town, quand en 2018, ils étaient à ça de ne plus du tout avoir d'eau dans leur robinet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans le territoire duquel ils relèvent pour mettre autour de la table tous les acteurs qui utilisent la ressource en eau pour pouvoir gagner en résilience. C'est ça. Donc, penser la ville dans son territoire. Ce que nous faisons dans un territoire donné, c'est de regarder par rapport aux défis, par rapport aux ressources déjà disponibles, qu'est-ce qui est possible et qui ne se fait pas encore? Qu'est-ce qui est possible et qui ne se fait pas encore? Donc, en général, nous n'allons pas demander davantage de ressources. Nous disons ce qui existe là, comment on peut l'utiliser au mieux, avec qui et en parlant à qui. Et c'est là que nous allons nous adresser aux décideurs. Parce qu'en général, quand on parle de gouvernance, on ne parle pas seulement de gouvernement. Quelqu'un a défini la gouvernance comme étant les transactions de pouvoir entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé. Donc, la qualité de cette transaction de pouvoir-là, c'est ça qui permet à une gouvernance de performer et à un territoire d'être transformé. Donc, nous prenons une problématique, nous identifions ce qui est possible et on parle aux décideurs pour précisément leur montrer comment la transformation se peut. C'est comme ça que nous avons fait dans le territoire. Ok, sauf sauf si Papa Ahmed Keïta souhaite réagir, appuyer ce que vous venez de dire, j'aimerais entendre Robert Lewis Lettington, mais également vous-même, Papa Ahmed Keïta et Luc Nagatia, sur l'intérêt ou les perspectives de partenariat avec l'ONU Habitat. Est-ce que c'est une institution avec laquelle vous êtes disposé à travailler, avec laquelle vous travaillez déjà? Mais avant de vous entendre, peut-être déjà une réaction de Robert Lewis Lettington. Est-ce que comment vous recevez ces discours et ces approches de l'informel au plus près de l'existant? Well, le point au cœur de ça pour nous, c'est le défi que la quantité, ça dépend de la région en fait, parce que ça dépend des questions démographiques et les questions de l'urbanisation. Si on est dans un pays qui est typique en Afrique sous-saharienne, où la plupart de la population sont toujours rurales et les villes grandissent vite, alors ça c'est un cas où on a besoin de faire des projections des besoins fonciers, des besoins de services pour le futur qui sont beaucoup plus grands que maintenant. Comme on dit souvent, la plupart des bâtiments, la plupart des logements qu'on va avoir besoin en 2050 ne sont pas déjà construits. Alors, on a beaucoup de travail à faire. Ça, c'est une situation. Alors, on ne peut pas seulement travailler dans les quartiers qui existent déjà parce que la proportion de la population est trop grande pour ça. On a besoin de regarder l'égalité de nos cités et nos villes à un niveau plus stratégique. Mais dans les pays où ils sont déjà très urbanisés, et la plupart du développement des villes, ça vient de la population qui est déjà là, c'est un peu différent. Pour trouver les partenaires, toujours pour les gouvernements et le gouvernement local, ça dépend de s'ils s'intéressent de travailler avec nous. Parce que bien sûr, mais normalement, on va essayer de travailler avec tout le monde, mais il y en a des fois des conditions. Parce que s'ils ne vont pas avoir l'inclusion de tous leurs résidents, ça devient compliqué pour nous. Parce qu'on ne peut pas travailler dans une situation où on dit qu'on va ignorer un pourcentage de la population. Toujours, on a des conditions de l'inclusion. Pour travailler avec les organisations en particulier, ça dépend du quartier où on travaille ou la ville où on est. Normalement, on va essayer d'être ouvert à tout le monde pour discuter. Mais pour le travail pratique sur la Terre, c'est un peu différent. Ça dépend des capacités. Mais aussi pour nous, ça dépend aussi sur les intérêts des bailleurs du fonds. Parce que malheureusement, de notre budget, c'est moins de 5% qui vient des Nations Unies, c'est 95% qui vient des projets des bailleurs du fonds où on a besoin de proposer, négocier.
et ça devient un petit peu plus compliqué des fois. Hmm. Il y a une question de Jean Yango sur les risques de gentrification induits par les projets de planification urbaine, de restructuration. On y reviendra tout à l'heure. Auparavant, je souhaite entendre, s'ils le veulent bien, Papa Ahmed Keïta et puis Luc Nakadja sur justement votre point de vue sur le rôle d'une institution comme ONU Habitat et au-delà de ça, sur le fait d'entrer dans la problématique de l'informel au seul prisme de l'habitat. Et en disant ça, je pense à votre témoignage, Papa Ahmed Keïta, qui consistait à souligner l'intérêt de travailler sur de multiples dimensions, y compris des mobilités, la manière dont les gens se déplacent, ont besoin de se déplacer dans ces quartiers informels pour ne serait-ce aussi qu'en sortir. Papa Ahmed Keïta. Voilà, merci beaucoup. Donc, et merci à Robert, en tout cas, pour toutes ces précisions. Nous travaillons déjà avec ONU Habitat, donc, qui ne nous a pas financés. Mais donc, ONU Habitat, en tout cas pour la représentation au Sénégal, nous les invitons à l'ensemble des activités que nous menons. Et vraiment, ils sont toujours présents. Mm. Et avec ONU Habitat aussi, Urbasen a été médaillé d'or. Donc, World Habitat 2023. Donc, et je pense que ONU Habitat était partie prenante. Alors, je me retrouve un peu dans tout ce que Luc vient de dire et travailler avec ONU Habitat, en tout cas, dans nos zones d'intervention, il a parlé d'organisation, donc de relations entre gouvernement local, population, pour dire que c'est des questions auxquelles nous avons beaucoup réfléchi et actuellement, nous avons donc une population très organisée parce que à côté de l'ONG, nous avons créé donc son âme sœur, qui est la Fédération sénégalaise des habitants, qui compte aujourd'hui près de 20 000 membres. Et c'est avec cette fédération-là que nous travaillons à travers différents projets. Et pour parler aussi du gouvernement local et de nos relations, nous travaillons actuellement sur des projets que nous cofinançons avec les gouvernements locaux. Voilà, parce que quand un gouvernement local met 25% sur la table, nous, habitants, nous mettons 25% sur la table. Et ça, ce sont des réalités, ce sont des choses qui nous ont permis de réaliser en tout cas pas mal d'équipements, donc d'offrir des services aux populations. Le dernier projet, je crois, qui est même actuellement en cours, c'est un quartier où les gens avaient du mal pour trouver de l'eau et pour boire. Et ces gens ont attendu le gouvernement pendant 10 ans. Le gouvernement qui est en relation avec ces grandes institutions type ONU Habitat ou autres, les populations en tout cas ont attendu depuis plus de 10 ans. Nous, quand nous sommes venus, nous avons essayé de régler le problème. Parce que quand quelqu'un a faim, il n'a pas besoin qu'on lui demande d'attendre ou qu'on lui explique des choses. Il a juste besoin qu'on lui tende le pain. Voilà. Et Alors, si nous, vous c'est le un peu... permettez, avant d'entendre Luc réagir à son tour, il est important de préciser que quand vous parlez de la population ou des habitants, ce sont des populations et des habitants organisés. Vous avez créé une fédération des Sénégalaises des habitants et en cherchant à inspirer ce type de modèle dans d'autres pays pour leur donner une capacité meilleure de se faire entendre, hein. C'est bien ça. Ouais, et cette fédération-là est importante parce que cette fédération, donc, qui représente donc, les habitants, les populations, nous essayons aussi de la rapprocher donc, du gouvernement local pour instaurer un dialogue. Parce qu'il est très difficile, comme disait mon prédécesseur tout de suite, il est très difficile d'entrer, de travailler quand la population et le gouvernement local ne sont pas ensemble. Alors, nous essayons en tout cas de travailler sur tout ce qui est co-construction. Nous co-concevons des projets, nous dialoguons tout le temps, donc pour histoire de prendre en charge en tout cas l'ensemble des problèmes, ne pas laisser ça au gouvernement local ou aux habitants.
Alors, désolé, Luc Nagaja, encore quelques instants de patience, mais on a une question fort intéressante pour Papa Ahmed Keïta, une question de Mahamat Abdelkerim Mahamat, qui demande dans quelle mesure Urbasen résout le problème qui tient au fait que ces quartiers, ces populations sont soumises à des réglementations. Et donc, dans cette question, je vois l'opportunité de poser la question de la dérogation. Est-ce que vous arrivez à obtenir que, voilà, on déroge à certaines normes, à certaines réglementations, pardon, pour mener à bien des projets plus adaptés aux besoins de la population ici et là? Bon, nous parlons déjà beaucoup dans ces quartiers de restructuration urbaine où la dérogation souvent est permise, acceptée en tout cas par l'autorité dans ces programmes de restructuration urbaine. Et on le disait tantôt, donc la ville africaine, par essence, elle est informelle. Nous n'essayons pas peut-être de régler les problèmes tels par exemple le lotissement damier ou quelque chose comme ça, mais juste essayer de prendre en charge des problèmes pour assurer le problème de la mobilité, le problème des services, etc. Dans ces quartiers, nous n'avons pas la prétention, par exemple, de les transformer pour qu'elle devienne donc un peu la ville formelle, comme disait mon ami Luc tantôt. Nous essayons juste d'apporter en tout cas le minimum nécessaire pour que ces quartiers, nous arrivions à les insérer donc dans le tissu urbain formel, rattaché au tissu urbain formel, permettre aux gens donc d'aller et de venir, assurer une certaine mobilité et s'assurer aussi que l'État enfin acceptent de faire des investissements. Parce que souvent, dans ces quartiers dits informels, c'est extrêmement difficile, mais dans des programmes de restructuration dans lesquels le Sénégal a énormément travaillé, nous avons essayé dans des quartiers, nous avons eu des expériences réussies et c'est ce que nous essayons de reproduire un peu dans nos quartiers d'information, si j'ai bien compris la question. Donc, vous l'avez parfaitement compris et je vous en remercie. Merci à Luc Nakaja pour sa patience. Alors, je vous laisse réagir à tout ce que vous venez d'entendre, mais j'aurais quand même la question de savoir ce que vous entendez à travers cette dénonciation du copier-coller. Comment vous tenez d'une main la nécessité de coller au plus près des besoins des populations et en même temps de monter en généralité, de formaliser des projets qui puissent être utiles à d'autres contextes, un peu à l'image des projets portés par ONU Habitat, dont on a bien deviné et compris qu'ils s'adaptaient aussi étroitement au contexte. Je voudrais, avant de répondre à votre question, d'abord saluer la contribution de Robert et dire ceci. Il a insisté sur ce qu'il a appelé l'approche stratégique. L'approche stratégique doit tenir compte du fait que ce qui croît le plus vite attire moins d'argent. C'est le premier constat qu'il faut faire. Si ce qui croît le plus vite attire moins d'argent, moins de régulation et moins d'investissement public par l'ensemble des acteurs, y compris les partenaires au développement, y compris ce qu'il a appelé les bailleurs de fonds, ça pose problème. Et donc, l'approche stratégique doit être une approche qui, à mon avis, doit avoir comme une fourche, comment on fait pour revitaliser les 60% de la population urbaine des villes africaines qui vivent déjà dans des zones, qui achètent l'électricité par des intermédiaires 2-3 fois plus cher que ce que moi j'ai à partir de ma prise dans ma maison, qui achètent l'eau plus cher que ce que moi j'ai à partir de mon robinet. Donc, ça veut dire qu'ils sont solvables. Ils sont solvables. Et pourquoi les réseaux publics d'eau et d'électricité ne leur apportent pas l'investissement dont ils ont besoin? Aujourd'hui, on sait, avec l'électricité décentralisée, mettre de l'électricité n'importe où, surtout en Afrique où on a le soleil. Donc, pourquoi ne faire pas pour que revitaliser un quartier, c'est en réalité donner un coup d'accélérateur à l'économie locale, c'est réduire la pauvreté, c'est mettre un pied à l'étrier à des gens qui ont montré agilité, habilité, innovation pour faire et s'adapter. Donc, il faut que l'approche stratégique ne soit pas d'investir dans la ville formelle. C'est cela qu'il faut retenir. Certains des projets qu'il a montrés le font.
Maintenant, il faut pouvoir l'ancrer dans l'entendement, dans la perception de ce qu'on appelle Mm. modernité pour la ville africaine. L'horizon de modernité, ce n'est pas celui-là. Donc, encore une fois, l'approche stratégique, c'est investir pour revitaliser les zones dites informelles qui abritent déjà 60% de la population. C'est une généralité en Afrique aussi du Sahara, de la population urbaine. Et l'autre branche de la stratégie, ce serait d'investir pour préempter les croissances urbaines de la ville, à savoir densifier la ville comment je dirais, la ville formelle, parce qu'elle peut être densifiée pour rationaliser les investissements, mais anticiper la croissance. On sait les zones de croissance où c'est possible et là-bas, investir pour retenir, pour protéger, pour préserver les emprises de croissance. Ça, mais en faisant cela, il faudra aussi investir sur les villes dites intermédiaires, les petites et moyennes villes, parce que aujourd'hui, 97% des urbains en Afrique vivent dans des villes entre 10 000 et 300 000 habitants. Et l'accélération de la croissance urbaine en Afrique se fait dans les villes, dans les petites villes, les villages qui deviennent des bourgs, qui deviennent ensuite des petites villes, mais, et qui sont dans des zones où il y a des risques d'occupation, des zones sensibles par rapport à la biodiversité. Donc, vous voyez, l'approche stratégique doit avoir cette piste-là, revitaliser l'existant et en préempter pour la croissance de la ville pour demain. Parfait. Robert Lewis Lettington pour ce dernier tour de table, quoique il y aura une toute dernière question que j'adresserai à tous les trois, mais auparavant, est-ce que cette double stratégie finalement n'est pas la double stratégie que vous pourriez faire vôtre? Alors peut-être moyennant aussi une réflexion sur l'intérêt de dépasser la dimension de l'habitat et d'embrasser le problème à l'échelle de la ville, de l'espace urbain, avec toutes ces dimensions, la mobilité, comme on l'évoquait tout à l'heure. Robert Lewis Lettington. Je pense qu'en général, ce qu'on discute sur ce point, on est tout en accord que c'est nécessaire de travailler à ces échelles différentes. La question, c'est surtout pour l'Afrique sous-saharienne, c'est la question qui est, on a la condition de la population qui est déjà là, mais on a aussi le futur et la croissance de la ville. Et on a besoin de diriger nos attentions à ça. Je suis tout à fait d'accord que les investissements en général, en ce moment, la plupart sont dans les quartiers formels. Et si on prie les investissements par tête, normalement, c'est les gens qui sont plus riches qui ont plus d'investissements dans leur logement et les services. Par exemple, pour que l'eau arrive dans un quartier, les distances entre les logements dans un quartier riche sont plus longues que les distances entre les logements dans un quartier pauvre, typiquement. Alors, ça change les investissements qui sont nécessaires et on a besoin d'investir plus dans les quartiers pauvres. Surtout parce que ce que les gens payent normalement pour trouver ces services, ça coûte plus cher dans les quartiers pauvres. C'est ce que Ça disait. n'a aucun sens. Alors, l'argent est là. C'est comment on organise et comment on investit dans ces solutions. Mais on a besoin de travailler aux deux niveaux. Mais aussi, je pense qu'on a besoin de pousser un peu plus sur la question de densité, parce qu'il y en a beaucoup de villes que jusqu'à maintenant, les seuls quartiers qui ont de densité sont les quartiers pauvres. Les quartiers de moyenne classe, des riches, n'ont pas de densité du tout, et souvent aussi les cœurs, quelques des quartiers même commerciaux n'ont pas une grande densité. Alors, il y en a beaucoup de possibilités d'organiser nos villes, nos cités d'une façon un petit peu différente. Mais je suis tout à fait d'accord aussi que d'abord, il faut reconnaître tout le monde qui est là et tous les quartiers qui sont là et d'accepter que peut-être un quartier, la planification ou la qualité du logement n'est pas tout ce qu'on veut, mais ça ne dit pas que c'est pas là, c'est nécessaire, c'est quelque chose qui a besoin d'être connu. Et puis, on peut commencer là pour développer et améliorer la condition. Ça, c'est tout possible. Oui,
on a besoin des grandes ressources pour trouver les solutions pour tout, mais on peut commencer avec chaque étape. Et la première, c'est d'accepter ce qui est là. Et ce qui a été dit par quelqu'un d'autre beaucoup plus avant dans le discours, mais de connaître la valeur de ces communautés et ces quartiers, parce qu'ils sont la base et le cœur de la plupart des villes. Ils donnent les services que les gens ont besoin. Et on a besoin de trouver comment on peut donner ces services à un niveau de qualité qui est un peu élevé. Je trouve très intéressant le fait que par-delà la diversité de vos parcours, de vos responsabilités, vous convergez finalement sur cette nécessité de prendre en considération les habitants. Une toute dernière question, pour tous les trois, en amont de ce webinaire, de fidèles webinaires et webineuses nous ont fait remarquer à très juste titre que ce panel n'était composé que d'hommes. Alors, nous nous sommes empressés de rappeler que d'autres webinaires n'étaient composés que de femmes, mais nous prenons bien évidemment cette remarque très au sérieux et je voulais la relayer pour que vous nous rappeliez ce que vous nous avez dit en amont, à savoir que c'est souvent les femmes dans ces quartiers qui se montrent les plus motrices, les plus innovantes, les plus engagées dans les projets que vous accompagnez. Est-ce que vous voulez témoigner en ce sens, malheureusement en quelques mots, avant d'entendre notre discutant? Moi, bien volontiers. Je voudrais juste faire référence au style de management des femmes qui leur permet beaucoup plus d'adaptabilité et faire référence au fait que quand cités et gouvernements locaux unis d'Afrique euh, euh, cherchent à reconnaître les maires les plus performants d'Afrique, souvent c'est des femmes. Elles sont moins nombreuses à être des maires, elles sont plus souvent élues comme étant parmi les meilleures. On ne peut pas, qui dit mieux? Et maintenant, par rapport à une chose que vous avez dit, si vous me permettez, c'est ville et habitat. Il y a un prisme, il y a un prisme. En Afrique actuellement, il y a beaucoup de programmes, 20 000, 100 000 logements, mais attention, faites-moi 20 000 logements, par exemple, c'est une ville de 100 000 habitants. Faites-moi 20 000 logements et faites-moi une ville de 100 000 habitants, ce n'est pas le même sujet. Et enfin, j'ai vu une dame poser une question dans la liste, là, Madame Ouattara, qui a demandé pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la question de l'informalité dans les écoles. Elle est doctorante et elle le dit. Pourquoi on n'enseigne pas la question de l'informalité dans les centres de formation qui forment architectes et urbanistes? Grosse question qui mène à la conclusion qu'il faut changer les curricula de formation. Voilà, justement, donc, c'est une bonne question, une remarque importante. Il faut savoir que pour Urbacen et la FSH, aujourd'hui, c'est un homme qui est là, présent donc pour ce webinaire. Mais Urbacen et FSH, c'est surtout la question des femmes. Même si je n'aime pas parfois parler de la fédération et l'assimiler à une organisation de femmes, c'est quand même un mouvement de 20 000 membres et 96% des 20 000 membres sont des femmes. Et ce sont ces femmes-là aujourd'hui qui font marcher les quartiers. Ce sont ces femmes-là qui s'engagent. Ce sont ces femmes-là qui unissent leurs forces. Et ce sont ces femmes-là qui améliorent les quartiers dans lesquels elles habitent. Souvent, on m'a posé la question, surtout en Occident, chez vous, les propriétaires des maisons, ce sont les hommes. Et comment vous faites pour travailler avec des femmes? La question, elle est culturelle. Moi, quand je parle à une dame, quand j'accompagne une dame pour améliorer son habitat, je ne lui pose pas la question parce que j'ai déjà une certitude. Il en a déjà discuté avec monsieur et que monsieur a donné son accord. Mais ici, à Urbacen, moi, j'aime bien remettre de l'argent à des femmes parce que ça, je suis à peu près sûr de la destination. Une femme, fût-elle mauvaise, généralement ne mange pas sans son enfant. Donc, bravo les femmes. Nous aimons les femmes, nous les adorons. Elles sont facilement mobilisables et ce sont des personnes engagées et parfois aussi très, très loyales. Nous adorons les femmes à Urbacen et à la FSH.
Ce pourraient être les mots de la fin, mais entendons également le témoignage de Robert Lewis Lettington du haut de cet observatoire qu'est l'ONU Habitat. Que pouvez-vous dire quant à l'engagement des femmes, des citadines, des habitantes? Il faut que je dise d'abord que le chef de l'ONU Habitat, c'est une femme malaisienne. Mon chef direct, c'est une femme indienne. Et le chef de notre projet sur l'informel, c'est une femme arménienne. Alors, on a des femmes qui travaillent sur ça et qui me dirigent, en fait. Mais d'une façon un peu plus sérieuse, on trouve souvent dans nos projets que avec les ONG, les organisations de société civile, des quartiers eux-mêmes, commencent avec les organisations des femmes. Normalement, les femmes commencent à s'organiser sur les petits projets qu'elles essaient de financer eux-mêmes. Et on trouve ces organisations et on commence à travailler avec eux. Alors, en général, quand nos projets continuent, on essaie d'avoir un espace où on continue de travailler particulièrement avec ces organisations des femmes et puis un autre espace où on travaille avec tout le monde ensemble. Ça aide pour les décisions parce que c'est clair que beaucoup des grandes décisions, surtout au côté gouvernemental, sont très dirigées par la mentalité des hommes et les expériences des hommes. Ça, c'est toujours le cas. Alors, il faut avoir l'autre avis, mais aussi les intérêts et les priorités sont souvent différents. Et d'avoir un espace pour faire l'expression sur ça, c'est toujours quelque chose qui est nécessaire, surtout si on pense que les pourcentages, OK, on dit toujours, c'est quoi, 52% typiquement sont des femmes, 48% des hommes, mais aussi si on pense à la jeunesse. Dans la plupart des quartiers, c'est 60% ou plus qui sont jeunes, moins de 30 ans. Alors ça, c'est beaucoup lié à l'influence des femmes et les priorités des femmes pour l'éducation, pour tout. Euh, alors, elles sont toujours au cœur de nos projets. Et c'est toujours un principe qui est très fort. Et on a toujours besoin d'être comptable à cette priorité aussi. Merci, merci à tous les trois pour ces témoignages croisés qui rentrent aussi en résonance avec beaucoup de choses qui ont pu être dites au cours des webinaires précédents et auxquels je renvoie. Et pour conclure, c'est vers une femme que je me tourne, Charlotte Bleuven, pour savoir qui d'entre Christian Calieu et Lionel Prigent fera la restitution ou la synthèse de ce dernier webinaire. À toi, Charlotte. Oui, alors je vous laisse avec Lionel qui se chargera, du coup Lionel Prigent, donc, qui est directeur du laboratoire de l'Institut de géoarchitecture à Brest et donc qui se fera cette synthèse. Eh bien voilà, donc je vais prendre quelques minutes simplement, premier temps pour remercier tout d'abord vraiment donc nos trois intervenants. Et puis donc essayer de me livrer à cet exercice d'une courte synthèse en partant peut-être pour nous rappeler les enjeux finalement, ce dont nous avons parlé, de ces espaces des villes informelles, de ces espaces informels des villes, de cette forme d'une certaine ville ou d'un certain urbain, eh bien, ça représente aujourd'hui 60% de la population de l'Afrique subsaharienne, 60% de la surface urbanisée, mais aussi, et c'est peut-être le point qui est le plus important encore à noter parce qu'il traduit bien la différence, 80% de l'économie urbaine et 90% de l'emploi. Cette distinction, ces éléments de rassemblement de l'information permettent de comprendre où nous en sommes, mais aussi ce que peut peser aujourd'hui l'informalité dans les villes africaines. Et derrière les villes africaines, évidemment, on peut retrouver cet élément dans bien d'autres territoires. La ville africaine est donc
pour la majorité de ces espaces de nature informelle. Ce qui fait que la ville orthonormée, celle dite à l'occidentale, correspond finalement à une sorte d'innovation assez récente de l'histoire, mais qui ne correspond pas nécessairement à ce que sont ni les dynamiques, ni les pratiques. Or, cette ville orthonormée, évidemment, elle est extrêmement différente de ce que sont les espaces variés des villes informelles. Et elle me fait penser en écho à cette expression d'Emmanuel Kant, du bois tordu de l'humanité, on ne saurait rien façonner de droit. Eh bien, sans doute avons-nous ici quelque chose qui ressemble à cela, mais après tout, avons-nous besoin nécessairement de rendre le bois tout à fait droit? Je vous propose peut-être de travailler notre affaire en 3 temps différents. Un premier temps qui consiste sur cette observation de départ, de travailler sur un changement de paradigme. C'est ce qui était envisagé d'entrée de jeu, le changement de paradigme étant de donner peut-être une nouvelle direction à la modernité en nous permettant de sortir des images assez standards, de ces murs de verre et d'acier que nous avons trop souvent comme étant l'expression de la modernité, ce que Luc Nateja nous posait encore comme proposition de sortir de la dubaïsation. L'expression pourrait faire florès tant elle peut effectivement nous raconter quelque chose d'essentiel dans la façon de retrouver la diversité des savoir-faire urbains. Et cela nous conduit. Et donc, c'était également signalé à la fois par Papa Ahmed Keïta, mais aussi par Robert Lewis Ligginton, refaire donc lien entre la ville et le territoire, c'est-à-dire la nécessité de penser la ville dans ce territoire, de la relier au réel, et ce réel, il tient en un certain nombre de caractéristiques, les habitants, bien entendu, les territoires, mais aussi les voisins environnants. Et donc, tout ceci nous renvoie à la nécessité, sans doute, d'avoir une question d'urbanisme, d'organiser une urbanisation différente qui permette évidemment d'augmenter le nombre d'habitats pour pouvoir mieux accueillir les habitants, pour pouvoir organiser les espaces, pour pouvoir proposer des espaces de diversité, mais aussi relier aux services existants dans la ville, aux services où donc l'investissement est réalisé, prioritairement aux investissements qui peuvent être réalisés dans ces espaces informels, malgré le poids que nous leur avons montré, mais aussi d'en appeler aux investissements de l'État, aux investissements des opérateurs internationaux pour participer à la structuration, c'est-à-dire non pas au déguerpissement de ces espaces informels, mais bien au fait de pouvoir les consolider ou en tout cas de pouvoir les faire rentrer pleinement dans la ville, c'est-à-dire faire ville. Car le mouvement, lui, est un mouvement qui est un mouvement inéluctable. Comme le soulignait Simon Compaoré, quand la termitière vit, elle doit construire et il ne saurait être question de pouvoir, de quelque manière que ce soit, l'en empêcher. Il reste que du coup, et nos 3 interlocuteurs ici étaient d'accord sur ce point, qu'il est nécessaire d'avoir une approche stratégique, c'est-à-dire de pouvoir penser la ville qui est à venir et donc de pouvoir en organiser la construction, la fabrication ici et maintenant, c'est-à-dire à très court terme, mais aussi à long terme, en imaginant notamment ce que peuvent être les besoins qui peuvent être sinon prévus, au moins envisagés, au moins planifiés, donc pour les villes en 2050. Comment, par exemple, mobiliser les financements? Comment organiser les services? Puisque nous savons que ces populations qui vivent dans les espaces informels sont pour une très grande partie d'entre elles des populations solvables qui travaillent et qui participent à l'économie locale. Il y a là nécessité, dans ce changement donc de paradigme que j'envisageais, de bien s'appuyer sur l'agilité, sur l'habilité, sur l'innovation qui peut être portée par ces populations dans les espaces informels. Investir aussi, mais peut-être même investir d'abord, étant donné son importance, étant donné aujourd'hui les différences que l'on observe, investir d'abord dans la ville informelle
pour pouvoir donc travailler davantage à son amélioration et peut-être aussi à l'amélioration de sa densité. Nous avions bien entendu ici donc les défis communs qui étaient envisagés et qui peuvent nous servir de quelques éléments d'enseignement. Enfin, dans ce point sur le changement de paradigme, un changement d'échelle, évidemment, puisqu'il s'agit, selon les États, de pouvoir travailler avec des éléments de planification et des éléments de programmation différents, mais aussi de pouvoir envisager selon la taille des villes, ce dont il faut entendre aujourd'hui de la diversité des savoirs, de la diversité des situations locales, mais aussi du coup et des formes que peuvent prendre aujourd'hui cette informalité. Le deuxième point, et les deux autres points donc seront plus rapides, je vous rassure, c'est une chaîne dans la gouvernance. En effet, tous nos interlocuteurs soulignent qu'il ne s'agit pas simplement de prendre en compte la ville informelle comme étant un État et de considérer que c'est en fait une situation en elle-même qui ne mérite pas d'être reliée au reste du territoire. Toutes les échelles doivent être reliées, de l'État central à l'autorité locale et aux habitants. Il faut cette chaîne et il a été souligné à plusieurs reprises, il est très difficile de travailler lorsque habitants et autorités locales ne sont pas en capacité de travailler ensemble, mais aussi lorsque les autorités locales et l'État national donc ne parviennent pas à avoir des intérêts communs ou en tout cas des capacités communes à investir sur le territoire. Donc chacun doit avoir sa place dans cette chaîne et nous en avons vu quelques illustrations avec donc les quelques images que M. Robert Lewis Ledington donc nous a montré, donc un plan co-construit entre autorités locales et population pour une part, et puis davantage une planification à plus vaste échelle pour les îles Fidji. Donc, tout ceci nous amène en fait à ce que cette gouvernance qui est appelée de vos voeux, eh bien, réclame en fait un autre apprentissage, une montée en compétence de chacun de ces acteurs pour apprendre le dialogue ou prolonger, améliorer le dialogue avec les autres acteurs, ceux qui sont là et qui donc doivent pouvoir également exprimer leur avis. Donc, y compris les futurs professionnels qui doivent apprendre la place de l'informel pour être davantage en capacité de travailler avec elle. Enfin, le dernier point, c'est peut-être le plus sensible. C'est une affaire de dignité. Le mot n'a pas été prononcé et pourtant, à tous les instants, il était présent dans notre conversation. C'était un questionnement sur le statut, pas simplement un statut de citoyen, mais un statut d'habitant. Et on peut s'interroger d'ailleurs, pourquoi est-ce que les habitants ne sont pas automatiquement considérés comme des citoyens ou mobilisés comme des citoyens? C'est peut-être une autre histoire dont il faudra s'inquiéter ou en tout cas se questionner. D'autres font le choix à notre place. C'est une des références, une des citations que j'ai notées. Ça ne va pas de soi, en effet, de mobiliser les habitants parce qu'ils ne sont pas réputés propriétaires et qu'on leur explique le plus souvent qu'ils ne sont pas à leur place et que leur place devrait être ailleurs. On oublie très souvent de souligner où serait d'ailleurs cet ailleurs, ce qui est une des difficultés très souvent de l'exercice. Donc, une des réclamations, c'est nous voulons figurer sur la carte, surtout quand les gens sont déjà là et sont déjà là parfois depuis longtemps. C'est un rappel de Papa Ahmed Keïta qui donc nous signalait que la revendication des habitants, c'est d'abord de ne pas être un éternel assisté. Et j'ai ici donc l'idée ou l'expression d'une référence de Cynthia Fleury dans un ouvrage très récent qu'elle vient de publier où elle explique ce que peut être justement la dignité. L'idéal de liberté et d'égalité a toujours impliqué l'égale dignité des personnes. La notion de dignité doit être indépendante de la naissance et renvoie à une définition dynamique tournée vers la participation à l'utilité commune. C'est bien évidemment cette utilité commune que j'entendais souligner au travers de cet appel à mobiliser cette affaire de dignité. D'où la référence et l'illustration de cette création de la Fédération des habitants qui nous était donc présentée ici. Pourquoi
mobiliser les habitants? Eh bien, tout simplement pour capitaliser sur les énergies, capitaliser donc sur les énergies des populations, sur les énergies des territoires, bien entendu, sur les territoires eux-mêmes et la biodiversité, toute l'écologie, tout l'environnement qui est là. Enfin, et peut-être surtout, capitaliser sur le déjà là, parce que ce déjà là est peut-être ce qui est important. Et donc, puisque l'on en a terminé ainsi, la place finale du rôle des femmes comme étant évidemment totalement incontournable, non seulement dans le fait de fabriquer les villes, mais aussi de les vivre, de les faire gérer, de les entretenir au quotidien. Il était difficile, évidemment, en l'absence de représentants dans le panel, de ne pas faire apparence seulement d'un discours, tout en insistant pourtant sur la nécessaire mobilisation, sur la nécessaire prise en compte. La dignité, c'est aussi la dignité dans les genres, et donc c'est une affaire qui est extrêmement importante si nous voulons rendre demain nos villes aimables et vivables, et donc que nos villes informelles puissent participer à leur tour à ces villes aimables et vivables. Je vous remercie. Merci beaucoup Lionel pour cette dernière synthèse donc, que vous pouvez retrouver en ligne sur la plateforme Urbanisme en francophonie. Et donc pour tes propos qui nous rappellent que le fait qu'une grande part des activités humaines sur le continent africain en particulier se déroulent dans ces quartiers informels et fournissent ainsi des services urbains, des biens et des protections sociales indispensables et qui rendent en fait la vie en ville possible. Et donc, en l'absence de politique nationale et locale efficace pour les performer, des villes privées pourraient émerger et se multiplier à l'instar des villes nouvelles. Je renouvelle donc mes remerciements à messieurs Luc Nakaja, Robert Lewis Lettington et Papa Ahmed Keïta pour ce débat que vous pouvez donc retrouver en replay sur le site internet d'ici quelques jours. Enfin, donc, je vous remercie toutes et tous, chères webineuses et webineurs. Au plaisir de nous retrouver donc au printemps prochain pour une 5e saison qui sera consacrée à la pratique des jeunes professionnels de la fabrique urbaine. Donc restez connectés au site Urbanisme en francophonie pour découvrir la suite de nos travaux et je vous souhaite donc de belles fêtes de fin d'année à toutes et tous.